tout le monde. Merci d'être venu à ce webinaire. Moi, c'est Aline Niyoubawe, professeure à l'UQAT et membre chercheuse du CRIFPE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Mohamedou Lamine Ba dans ce webinaire. Et je vous informe aussi que 2 autres webinaires sont déjà annoncés sur le site du CRIFPE. Alors, le professeur Mohamedou travaille à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Il exerce les fonctions de chef de département des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Ses travaux de recherche portent sur la planification de l'éducation, la formation des enseignants, la professionnalisation et les politiques éducatives. Il va nous entretenir sur le système de formation initiale des instituteurs au Sénégal dans un entre-deux, prolétarisation et professionnalisation. Alors, voici comment nous allons fonctionner. Mohamedou aura 30 à 35 minutes de présentation. Et après la présentation, vers 12h30, 12h35, vous pourrez poser des questions en utilisant la fonction QR, question-réponse, et non pas la fonction discuter. Il faudrait en tenir compte. C'est moi qui vais choisir les questions qui seront adressées à Mohamedou. Donc, si vous voulez poser des questions à Mohamedou à la fin de sa présentation, il faudrait passer par la fonction Q&R, donc question-réponse. Alors, sans trop tarder, j'invite le professeur Mohamedou à faire sa présentation. Merci beaucoup, cher collègue Aline. Donc, je vais rapidement faire ma présentation du webinaire. Là, j'ai mis sur la page, la première page, il y a déjà quelques logos de l'IGB, là où je suis issu de cette université. Ensuite, il y a aussi le logo de l'université de Picardie-Jules Verne, avec le laboratoire CANEF, auquel je suis membre associé. Et là-bas aussi, il y a le logo en bas du CRIFPE, qui nous a invités à ce webinaire. Et enfin, l'autre logo, c'est le Centre régional de formation des professionnels de l'éducation du Sénégal. Donc, ma thématique aujourd'hui, c'était sur la formation initiale des instituteurs au Sénégal dans un entre-deux, prolétarisation et professionnalisation. Le plan de la présentation est le suivant. En grand 2, on va traiter de la problématique. Grand 2, objectif. 3, ancrage théorique. 4, méthodologie. 5, résultats. Et 6, conclusions et perspectives. Au niveau de la problématique, alors, on va quand même inscrire le contexte d'évolution de la formation initiale des instituteurs, qui effectivement est dans une évolution depuis 1960. Et avec déjà plusieurs structures qui étaient chargées de la formation initiale des instituteurs. D'abord, il y avait les centres de formation pédagogique avec les CFP. Il y a de 1960 à 1972. En même temps aussi, il y avait aussi des formations qui étaient des formations de courte durée par rapport au contexte, n'est-ce pas? Il y a aussi les écoles normales régionales, hein, les écoles normales régionales, le ENR, de 1972 à 1993. En même temps, il y a aussi les CFP, qu'ils appellent les centres de formation pédagogique et de formation pédagogique. Et les CFPS sont les centres de formation pédagogique spéciale. Donc, ces écoles-là aussi, au niveau des écoles normales, recrutées à partir du BFM et formaient les inserts pendant 4 ans, formation qui est sanctionnée par l'obtention en 3e année du BSEN, qu'on appelle le brevet supérieur d'études normales. Et en 4e année, alors, les élèves maîtres étaient envoyés en stage pratique de responsabilité entière. À l'issue de ce stage, ils se présentaient à l'examen pratique du CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude pédagogique. Et une fois qu'ils réussissent alors, ils étaient titularisés en tant qu'instituteurs dans la fonction publique. Ensuite, au niveau des CFPP, les centres de formation et de perfectionnement pédagogique, sont des centres qui, effectivement, qui formaient les instituteurs adjoints. Ils y entraient avec le BFM, certes,
mais il faisait seulement un an de formation, il sortait avec le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Ensuite, les CFPS, ce sont des centres de formation pédagogique spéciale. Ce sont ces centres aussi qui faisaient le profil d'entrée ici dans ces centres, c'est le bac. Et la durée de formation, c'était 1 an. Aussi, il sortait avec, il passait en dernière année le CAP, l'examen pratique du CAP. Et là, avec une fois le CAP obtenu, ils étaient titularisés dans la fonction publique. Plus tard, maintenant, après, il y a eu les écoles de formation des instituteurs qui ont été effectivement ouvertes en 1993 après l'extinction des écoles normales régionales et qui ont duré jusqu'en 2011, qui ont été finalement remplacées par les CRFPE, on appelle les centres régionaux de formation des personnels d'éducation. Il y avait un centre par région. Et ces centres formaient effectivement des instituteurs, n'est-ce pas? Il y avait avant, c'était au niveau de l'EFI, il y avait l'entrée, c'était avec le BFM, n'est-ce pas? Ils formaient le BFM et le bac. Il y avait deux types de formation. Ceux qui entraient avec le BFM, c'était des instituteurs adjoints. Avec le bac maintenant, c'était des instituteurs à la fin, des instituteurs titulaires. Avec les CRP maintenant, depuis l'événement de 2011-2012 alors, il y a eu une réforme par rapport au profil d'entrée et maintenant, on acceptait seulement les profils de bac et il faut être âgé entre 18 et 30 ans. Ces centres-là, effectivement, étaient régis par le décret 2011-625 du 11 mai 2011 qui effectivement a créé ces centres. Et ces centres avaient comme objectif de faire tout pour au moins donner des compétences professionnelles aux enseignants et qu'ils puissent être opérationnels une fois sur le terrain. Donc, le modèle, c'était de passer quand même, de passer des modèles de fonction charismatique qui étaient dans les écoles anciennes, les écoles normales, à une formation utilitaire et professionnelle aussi. Et c'est de là maintenant que, bon, j'ai tantôt parlé par rapport à ces profils. Donc, le profil d'entrée, c'est il faut être âgé de 18 à 35 ans avec les CRP. Le diplôme, c'est le bac. L'entrée, il y avait un concours national qui était organisé, ce qu'on appelle le CREM. La durée, c'était 9 mois. On sortait, il y avait un examen de sortie que les élèves maîtres subissaient, qu'on appelle le CFS, le certificat de fin de stage. Et une fois sur le terrain, alors, ils passaient un examen qu'on appelle le CAP, titularisé et ils étaient dans le corps des instituteurs ordinaires. Ici, effectivement, on a vu cette formation-là avec l'évolution maintenant des différentes types de formation, avec le profil, la durée de formation et aussi les systèmes d'évaluation par rapport à la formation. Et de là maintenant se pose la question par rapport à ça, est-ce que réellement ces enseignants, avec toute cette formation, les contenus alors qu'ils ont eu à avoir au niveau des différentes structures, est-ce que cela leur permet de mieux exercer ce métier-là, qui est un métier bon, que certains même qualifient de difficile ou bien, voire même d'impossible parfois. C'est pourquoi je me suis dit que dans cette recherche, je vais me poser la question à savoir que dans quel cadre s'inscrit ce système de formation des instituteurs au Sénégal. Est-ce que cette formation initiale, alors, dispensée dans ces différentes structures-là, est-ce que cette formation s'inscrit-elle sur la voie de la prolétarisation ou bien celle de la professionnalisation? L'objectif que je me suis fixé, c'est d'analyser le système de formation initiale des instituteurs en le situant par rapport au modèle de prolétarisation ou bien de professionnalisation. Donc, on va essayer de démontrer ça, voir réellement est-ce qu'avec tous les critères théoriques alors, qu'on essaie de voir par rapport à la professionnalisation ou de la formation, voir à peu près sur quel modèle s'inscrit le système de formation initiale des instituteurs au Sénégal.
là, maintenant, il faut, et on va essayer de faire quelques balises théoriques par rapport à ces notions, ces deux notions essentielles, à savoir prolétarisation et professionnalisation. La prolétarisation maintenant, effectivement, c'est un emprunt du monde capitaliste avec la théorie marxiste maintenant traditionnelle qui parle du capitalisme comme étant, qui entraîne un peu la taylorisation des tâches des entreprises avec engendrant aussi le système de robotisation des fonctions par rapport à ça. Donc là, c'est uniquement une inspiration marxiste par rapport dans ce cadre-là et qu'on a eu à emprunter effectivement de ce monde, le monde industriel, le monde du travail, et qu'on a voulu effectivement introduire au niveau de l'enseignement et de la formation. Plusieurs auteurs l'ont emprunté, ça Philippe Perrineau, Philippe Mérieux, Raymond Bourdoncle, pour ne citer que cela. Et là, c'est uniquement en référence au travail pénible, à la lutte des classes maintenant, qu'on essaie de voir à peu près quels sont les signes alors qu'on peut détecter dans la fonction enseignante, qu'on peut se rapprocher au moins au niveau de le travail par rapport au monde ouvrier. Donc, ces indices, ces signes-là se situent à deux niveaux, selon Bourdon. Donc, c'est par rapport à la nature du travail, le travail, sa nature, effectivement, ensuite aussi à l'accroissement de ce travail-là. Parce qu'on a vu que le travail ouvrier, donc on l'a tantôt dit, c'est la taylorisation, avec aussi la division du travail, avec le système de contrôle par rapport aux tâches et tout ça, avec la robotisation. Et là, maintenant aussi, au niveau du monde enseignant aussi, on a vu la nature du travail par rapport à des programmes qui sont définis non seulement par la sphère, c'est la sphère, les autorités au niveau étatique ou bien au niveau supérieur, qui définissent les programmes et les orientations de tout ce qui est contenu au niveau scolaire. Ensuite, il y a aussi l'accroissement du travail enseignant, parce qu'on sait que les enseignants aussi sont vraiment confrontés à quelques difficultés dans l'exercice du travail, parce que ce qu'on leur demande aussi, c'est beaucoup, parce qu'ils ont en charge des classes pléthoriques, nombreuses. Ensuite, il y a une charge de travail par rapport aux heures de travail qu'ils sont en train d'accomplir. En même temps aussi, tout ce qui est préparation, tout ce qui est programme, alors ils doivent le faire. Donc, des fois même, ils sont aussi polyvalents dans nos pays où l'enseignant, l'instituteur, il est polyvalent parce qu'effectivement, il déroule toutes les matières de sa classe, que ce soit des matières scientifiques, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, on appelle aussi l'éducation environnementale ou bien l'éducation durable, donc, et les disciplines d'éveil. Donc, la polyvalence, donc tout ça, ça fait une charge de travail énorme par rapport aux enseignants. Et c'est tout ça maintenant qui fait que finalement, on essaie quand même de rapprocher, d'associer le métier d'enseignant, formation par rapport au travail ouvrier, qu'on appelle pour dire que est-ce qu'il y a une prolétarisation, oui ou non. Et là, c'est effectivement une détériorisation des conditions de travail des enseignants et une perte d'autonomie des enseignants. Parce qu'effectivement, l'enseignant ne dispose plus d'autonomie dans son travail parce qu'il est contrôlé, il doit exécuter un programme qui est déjà défini au préalable et il est suivi, il est contrôlé aussi. Il n'a pas une autonomie dans la gestion. Bon, même s'il y a une autonomie, une liberté au niveau pédagogique, mais dans le cadre de la structuration des programmes, des contenus, il n'en a pas une autonomie du tout. Maintenant, autre notion, c'est la professionnalisation aussi. Là, c'est un débat effectivement qui est toujours actuel, que ce soit dans les discours politiques, des discours des décideurs au niveau éducatif, ou bien les entrepreneurs dans l'entreprise aussi, on parle de professionnalisation aussi, parce que il y a plusieurs exceptions par rapport à cette notion que l'on situe par rapport à l'approche fonctionnaliste, ou bien l'approche interactionniste, ou bien l'approche néo-weberienne. Donc, tout ça, c'est uniquement dans le cadre structurel de l'approche fonctionnaliste, c'est dire que c'est un processus alors qui effectivement essaie
de passer du métier, de la fonction de métier jusqu'au niveau de la profession. Donc, c'est par un idéal de service. Donc, c'est par rapport à ça que, effectivement, beaucoup ont eu à investir ce domaine. Et si on prend en compte même la notion, donc cette notion, donc, elle reste polysémique, multidimensionnelle et multiréférentielle aussi. Parce que là, déjà, ça vise quoi? C'est effectivement ce métier d'enseignant-là. Avant, on considérait comme étant un métier parce qu'il y avait quand même quelques critères par rapport à l'approche positiviste alors, qui était un peu utilitaire, n'est-ce pas? Et aussi, au niveau aussi par rapport à la transformation de l'identité culturelle et professionnelle aussi, comme Victor Lang l'a si bien dit. Donc, le métier étant, est-ce qu'on va essayer de voir par rapport au passage du métier vers la profession? Donc, c'était ce débat-là qui, effectivement, avait suscité l'entrée de la professionnalisation dans le cadre de l'enseignement. Et la professionnalisation aussi, ça s'articule au niveau de 3 états. On peut associer ça. D'abord, il y a la professionnalité enseignante en tant que développement professionnel des acteurs avec l'acquisition de savoir, de compétences pour exercer une profession. Il y a aussi le professionnisme qui part dans le cadre du prestige du métier, la valorisation même du travail et de sa reconnaissance extra. Donc ça, on appelle ça le professionnalisme. Et enfin, il y a aussi le professionnalisme qui relève de l'identité professionnelle et de la socialisation professionnelle. Donc, c'est là maintenant où, effectivement, on réclame un groupe professionnel alors par rapport à ça, avec une éthique qui est propre à la profession par rapport à la socialisation, tout ça. Donc, ces 3 termes aussi associés alors, ça vise tout ça aussi, la professionnalisation, qui font la professionnalisation en tant que telle. Au niveau maintenant, on part, après avoir, on est toujours dans les balises théoriques, il faut aussi définir aussi qu'est-ce que c'est une formation professionnalisante. Quand est-ce qu'on dit qu'une formation est professionnalisante? Donc là, il y a plusieurs auteurs aussi qui sont investis, qui ont investi ce secteur-là, que ce soit Wydowski, Peronou, on l'a tantôt dit, Marguerite Alté, Paul Lessard, Victor Lang, Léopold Paquet, Meloki et Wenzel, Raymond Bourdon, José Rosé, extra. Donc, il y en a plusieurs. C'est un débat qui est actuel, que les gens ont eu quand même à vraiment investir dans le cadre de travaux. Moi, je ne veux pas faire l'étalage de tous ces travaux-là, mais juste prendre 2 auteurs que j'ai eu quand même à prendre, et puis parce que je pense que c'est leur conception de la fonction professionnalisante s'aide à mes propos. Je parlerai de José Rose, qui effectivement part de deux pôles par rapport à la professionnalisation. Fonction professionnelle, c'est une fonction aussi qui effectivement a un mode d'acquisition de la professionnalité. Donc là, c'est une formation dans laquelle effectivement on fait acquérir la professionnalité enseignante par rapport dans ses dimensions techniques, intellectuelles et culturelles. Et aussi, en même temps, aussi l'acquisition et la maîtrise des connaissances, de savoir-faire, de capacité à faire face à des situations inattendues. Donc, pour lui, effectivement, c'est ça, la formation professionnalisante. Il faut avoir un dispositif alors qui, effectivement, s'inscrit dans la maîtrise et l'acquisition de ses connaissances, des savoirs, savoir-faire, capacité extra. Ensuite, Bourdon, lui, il va encore plus loin parce que non seulement il abonde dans le même sens que José Rose, mais en même temps aussi, il essaye de voir par rapport à ses programmes, comment ces programmes sont effectivement déclinés. Ici, ils sont rédigés en termes de compétences. Donc, pour lui, la formation qui est orientée vers l'activité professionnelle, en termes de programmes qui sont rédigés en termes de compétences. Ensuite, de par aussi sa pédagogie à travers les stages, la modalité de l'alternance, méthode spécifique, l'analyse des pratiques, résolution de problèmes extra. Et surtout aussi avec aussi une formation aussi qui effectivement consacre des liens étroits avec le milieu professionnel.
Donc là, effectivement, les formateurs qui sont sur le terrain là, ils sont impliqués dans la formation initiale. Donc, beaucoup de formateurs alors, ceux qui sont dans ces centres-là doivent être issus du milieu professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça là? Donc, je fais une synthèse alors pour voir à peu près tous ces éléments-là. Alors, quels sont les éléments, les caractéristiques de formation professionnalisante? Donc, c'est une formation à finalité pratique d'abord, parce que ça vise l'exercice d'une activité. Ensuite, ça vise aussi le développement de compétences nécessaires à l'exercice d'une profession et qui adopte une alternance comme réalité de formation avec des stages, une formation aussi réflexive parce qu'utilisant des dispositifs d'analyse pratique, de résolution de problèmes. Ensuite, elle privilégie aussi des relations étroites entre le milieu de la formation théorique et celui professionnel. Donc, voici en gros ce qu'on peut dire au plan théorique. Maintenant, la méthodologie que j'ai adoptée alors, c'est une démarche mixte qui allie la recherche documentaire et l'enquête de terrain, qui est une analyse au moins empirique. Donc là, au niveau documentaire, alors, on s'est basé sur des textes réglementaires et aussi législatifs aussi avec des décrets qui effectivement stipulent, modifient ou bien aussi organisent les différentes écoles, la formation des enseignants, que ce soit les décrets organisant et créant les EFI, écoles de formation des instructeurs, ou bien celui aussi organisant aussi la formation au sein des centres régionaux de formation des professionnels d'éducation aussi. Il y a aussi l'arrêté aussi, par rapport aussi à l'arrêté. Donc, tout ça sont textes alors sur lesquels on s'est basé pour pouvoir à peu près voir est-ce qu'il y a des traces, des critères de la professionnalisation, est-ce qu'ils sont bien pris en charge ou bien est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la prolétarisation. Donc, tout ça, il y a aussi les référentiels de compétences aussi, que ce soit celui d'avant les CRPE, donc avec les EFI depuis 1999. Ensuite, celui aussi qui est actuellement en œuvre, que l'on déroule actuellement, c'est le référentiel de formation des élèves maîtres de 2015. Donc, tout ça alors, c'est dire que maintenant, il y a les cibles qu'on a eu à interroger. C'est les directeurs du centre. On a pris un centre, celui de Thiès. Ensuite, dans ce centre-là, il y avait 15 formateurs. Au niveau des écoles d'application aussi, on a ciblé 4 écoles d'application avec 4 directeurs d'école et 8 maîtres d'application. Donc, auquel on a eu à passer un guide d'entretien. Les consignes, c'était effectivement d'écrire les consignes, de dire comment la formation initiale s'organise au sein de ces centres. Ensuite, d'apprécier la formation, de dire est-ce que réellement elle est professionnalisante et de justifier la réponse. L'analyse maintenant des résultats. Au niveau documentaire, avec l'exploitation des documents qu'on a, donc on a vu que dans tous ces documents-là, effectivement, il y a des traces de professionnalisation qui sont déjà annoncées, que ce soit là, le décret ou bien là, le référentiel déjà. Le référentiel 2015 dit carrément que ce référentiel traduit la volonté des différents acteurs de l'école de faire de la professionnalisation des enseignants un des leviers importants pour l'éducation de qualité. Donc déjà, les traces sont déjà visibles dans ces référentiels-là. Et qui plus est aussi, on a des expressions, des termes qui relèvent un peu de la professionnalisation, que ce soit des expressions comme des notions comme compétences, comme la polyvalence, comme analyse de pratique, comme l'alternance, comme recherche, allier la pratique à la théorie, la capacité pratique professionnelle. Donc, tout ça, ça montre effectivement qu'il y a une volonté quand même, une volonté réelle au plan formel d'inscrire la formation sur la voie de la professionnalisation. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a une nouvelle approche qui s'inscrit sur la visée professionnalisante. Au plan législatif et réglementaire aussi, c'est la même chose encore. Maintenant, tout ça maintenant, effectivement, c'est bien beau parce qu'au plan théorique quand même, il y a quand même cette volonté du législateur sénégalais d'inscrire la formation initiale des instructeurs sur la voie professionnelle. Maintenant, qu'en est-il de son opérationnalisation? Est-ce que c'est un effet de mode seulement
ou bien est-ce une réelle volonté de changement, une meilleure adéquation entre l'offre de formation et l'évolution du métier enseignant? Donc, ça, c'est une question qu'on s'est posée pour voir à peu près maintenant dans la réalité, dans les pratiques enseignantes, est-ce que réellement cela se manifeste? Donc, ensuite, ça va nous permettre d'enchaîner sur le plan empirique avec l'exploitation de ce guide du guide d'entretien. Donc, à travers les réponses alors, on a vu qu'il y a une alternance instituée au mode d'organisation de la formation. Presque les 99% des formateurs de formation révèlent la pratique d'alternance. Parce que là, comme on l'a vu, au niveau quand même de quelques verbatims, des maîtres d'application, des formateurs qui disent que la formation se fait en alternance. Les stagiaires sont organisés en petits groupes. Donc, quand le groupe A est en pratique, l'autre groupe B maintenant est en formation. Il y a la théorie et la pratique qui alternent. L'autre dit que nous avons 3 à 4 mois de cours théoriques et 3 mois également de stages sur la tutelle de maître d'application. Donc, cela aussi montre qu'il y a une alternance qui est manifeste dans les différents propos de ces acteurs, que ce soit les formateurs de CRP ou bien de maître d'application. L'autre aussi qui dit que la formation se fait avec 2 mois de formation théorique et 2 à 3 semaines aussi de formation pratique. Le temps de formation de 9 mois alors est divisé en stage d'1 à 2 mois et un temps théorique aussi qui effectivement se fait avec, au niveau de ces centres. Donc, il y a d'abord un stage d'imprégnation en sexe. Donc, tout ça, ça montre qu'effectivement, dans les verbatims, cette notion d'alternance est vraiment manifeste. Donc, on va effectivement voir cette forme d'alternance qui est décrite dans ces verbatims-là. Est-ce que ça relève d'une alternance de forme associative ou bien de forme intégrative? Donc, on voit à chaque fois qu'il y a une succession, n'est-ce pas, entre cours théorique et formation pratique. Donc, le terrain, il est là en tant qu'application de la formation pratique. Donc, c'est la formation théorique autant pour moi. Donc, c'est pour dire que presque dans tous les verbatims, on a quand même une forme d'alternance associative qui est maintenant différente de la forme intégrative, n'est-ce pas, ou bien qui articule la formation initiale dans le centre au niveau théorique et celle qui se fait sur le terrain, sur le plan pratique. Donc, il n'y a pas une intégration parce qu'effectivement, il n'y a pas cette relation, cette articulation maintenant entre ce que les gens font. Il n'y a pas cette relation entre aussi les formateurs au niveau théorique dans les centres et ceux qui sont au niveau pratique parce qu'il n'y a pas une organisation de l'analyse de pratique alors qui est important et qui doit effectivement intégrer tous ces acteurs-là qui interviennent dans la formation. Donc, ça aussi, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et tous les formateurs aussi ont déclaré que la formation, elle est professionnalisante parce qu'elle permet effectivement à la fin que les élèves maîtres vraiment ont des compétences pour tenir correctement une classe. Et ils peuvent effectivement dérouler toutes les disciplines élémentaires. Ils maîtrisent les démarches d'élaboration de fiches pédagogiques. Donc, ça, ce sont les déclarations, les verbatims des formateurs qui disent que c'est une fonction qui est professionnalisante parce qu'elle vise, n'est-ce pas, à donner aux élèves des compétences pour exercer un métier ou bien faire la classe ou bien maîtriser les démarches d'élaboration de fiches pédagogiques. Donc, tout ça sont les verbatims que les formateurs ont eu à dire pour dire qu'elle est professionnalisante. L'autre aussi dit qu'elle est professionnalisante parce qu'elle est professionnelle, parce qu'elle forme à un métier. Elle permet d'exercer correctement le métier d'enseignant. Les élèves arrivent à faire correctement les connaissances acquises en fonction dans la pratique de classe, etc. Donc, tout ça, c'est dans le cadre des justificatifs d'une formation professionnalisante. Donc, si on fait aussi l'analyse, on interprète les résultats, on voit que la visée pratique, elle est manifeste. Et cela revient ou bien renvoie à ce que Marguerite Alter parlait de la formation en finalité pratique, mais aussi elle n'est pas suffisante pour dire qu'une formation professionnalisante.
Là, on voit qu'il y a non seulement une alternance, mais une alternance aussi qui relève de l'association. En plus aussi, cette formation dite professionnalisante aussi, elle est différente de la formation professionnelle. Donc, bien vrai que cela donne droit à un métier, mais entre la fonction professionnelle aussi et celle professionnelle, je pense qu'il y a une frontière, même si elle est typique quand même, il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'elle est professionnelle, parce que ça vise vraiment des habilités, des savoirs d'action pour l'exercice de métier, alors que la professionnalisation aussi, c'est en plus de savoir d'action là aussi, elle va se réaliser en référence des conduites professionnelles jugées légitimes par le groupe professionnel. Donc, et c'est là où il y a l'enjeu de la construction identitaire, le rapport au métier en lien avec l'identité collective, comme le disait Vygotsky en 2012. Donc, la professionnalisation, elle peut viser, effectivement, la fonction peut donner droit à un métier, mais est-ce que réellement ces gens qui exercent ce métier, est-ce qu'ils ont des compétences alors pour pouvoir au moins faire des réflexions sur ce qu'ils font, pour pouvoir apporter quand même plus dans le cadre de leur exercice professionnel. Pour pouvoir, et puis encore qu'il y ait au moins un professionnalisme par rapport à ce qu'ils font, pour qu'ils puissent aussi avoir une autonomie dans l'exercice de cette fonction-là. Donc, c'est tout ça qui fait qu'effectivement, il y a quelques nuances par rapport à tout ce que les formateurs ont eu à dire par rapport à la fonction professionnalisante, qui se rapporte plus à la fonction professionnelle qu'une formation professionnalisante. Maintenant, on va, bon, pour conclure, on va effectivement dégager quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Donc, il faut dire qu'effectivement, au plan réglementaire, au plan documentaire, alors, effectivement, il n'y a pas de doute que la visée professionnalisante, elle est bien décrite. Et ensuite, dans le référentiel aussi, on voit qu'il y a la perspective positiviste alors qui s'inscrit dans le logique de prescription d'une liste de compétences qui renvoie à une dimension techniciste et instrumentale du métier enseignant. Les formateurs et méthodologistes sont soumis à l'exécution et l'application des référentiels de compétences, des cahiers de charges et directives de la hiérarchie. Le système de formation s'inscrit plus alors dans une visée instrumentale et utilitaire à travers une formation professionnelle articulée autour des techniques, des habilités et savoirs d'action pour l'exercice du métier. Donc, il faut dire alors que le système de formation initiale des INSEE au Sénégal concède, certes, l'ancrage théorique et formel sur la professionnalisation, mais est plus enclin sur le terrain et dans la pratique sur la voie de la prolétarisation, donc d'où son statut de go-between, selon Péronou, qui est donc entre professionnalisation et prolétarisation. Donc, c'est pour dire effectivement que la professionnalisation, elle est décrétée, elle est déclarée, mais dans les pratiques, alors, on voit qu'effectivement que les enseignants, la formation, il n'y a pas une autonomie alors au niveau de fondement pour pouvoir exercer correctement cette professionnalisation-là, non seulement au niveau de la réflexivité, avec les balises des pratiques, mais aussi, il faut voir aussi par rapport aussi au temps qui est alloué à la formation. C'est extrêmement important. 1 an, est-ce que les enseignants aussi peuvent être carrément outillés pour pouvoir dérouler la formation qui sied à un métier d'enseignant. Maintenant, il faut en perspective, j'ai dit que la formalisation n'est pas une fin en soi, c'est un construit social qui est appelé à s'adapter aux différentes situations de chaque pays. Donc, on ne peut pas appliquer les critères théoriques alors dans tous les pays. Au niveau des pays en développement, comme le nôtre alors, il faut essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour que ce métier puisse être un métier qui s'inscrit dans la professionnalisation. Donc, elle ne se décrète pas, elle ne se proclame pas, mais c'est un processus naturel alors, toute activité d'interaction humaine qui se construit, se développe tout au long de la vie. Donc, c'est pourquoi dans les pays en voie de développement, alors, il faut qu'on essaie de tracer les voies singulières pour la professionnalisation de la formation des enseignants. D'abord, il faut régler, effectivement, cette professionnalisation doit être à mesure de répondre à certains défis. C'est certains enjeux. La scolarisation primaire universelle, la gestion des classes à effectif pléthorique,
l'insuffisance de moyens, n'est-ce pas, et aussi la maîtrise des innovations, des réformes pédagogiques, et en même temps aussi la prise en compte des enjeux culturels. Donc, on peut professionnaliser encore pour que les élèves soient outillés pour pouvoir effectivement accueillir beaucoup d'enfants dans les classes alors. Comment l'enseignant alors doit être capacité maintenant pour pouvoir le faire maintenant, ça aussi, ça le fait s'inscrire dans la voie de professionnalisation. Ensuite, prendre en compte aussi au plan aussi des ressources alors, comment est-ce que gérer l'insuffisance des ressources, comment optimiser l'insuffisance des ressources par rapport aux enseignements apprentissage. Donc, tout ça, c'est une autre fois. Ensuite aussi, prendre en compte aussi les innovations et les réformes, parce qu'il y a toutes les aussi qui sont incluses dans le système éducatif sénégalais, tels que le curriculum d'éducation de base. Alors, il faut maintenant aussi que les enseignants aussi puissent vraiment être capacités dans ce cadre-là. Et pour ce faire maintenant, il faut qu'ils aient un certain niveau intellectuel quand même qui leur permette de mieux maîtriser, de mieux appréhender les différentes réformes qui sont déjà mises en œuvre au niveau du système éducatif de la formation. Ensuite, prendre en compte aussi les enjeux au plan culturel aussi par rapport à la question des langues nationales et aussi la question de l'enseignement religieux. Donc, tout ça, alors, c'est au moins au plan culturel aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, la prise en compte aussi des spécificités culturelles de chaque pays, alors, peut effectivement concourir à cette voie de la professionnalisation aussi qui doit essayer de s'inscrire dans cette visée. Donc, c'est tout ça maintenant qui fait qu'effectivement, on doit prendre en compte. Donc, la professionnalisation, ce n'est pas un fait en soi. Ce n'est pas uniquement dans des carcans, des critères alors qu'il faut appliquer à la lettre dans tous les pays. Non. Chaque pays, alors, a maintenant ses balises, ses voies singulières pour pouvoir effectivement former des enseignants compétents, capables, n'est-ce pas, de gérer comme il le faut et puis susciter encore les apprentissages des élèves, en ce qu'ils puissent être quand même compétitifs et performants dans ce qu'ils font. Donc, en gros, j'ai un peu dépassé le temps. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter. Là, déjà, je parle d'effectifs pléthoriques, une classe à l'école au CDCP à l'école élémentaire au Sénégal, au primaire. Vous avez la maîtresse avec ses enfants. Là aussi, une classe aussi est vraiment un effectif aussi pléthorique. Donc, comment gérer tout ça là? Parce qu'il faut capaciter les enseignants par rapport à ce public qui est de plus en plus nombreux parce qu'on est dans le défi de la scolarisation primaire universelle. Et pour le relever maintenant, il faut scolariser beaucoup d'enfants là, mais il faut aussi essayer maintenant de capaciter les enseignants par rapport à la prise en charge de ces effectifs pléthoriques-là. Donc, voici en gros ce que je voulais vous présenter et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Merci beaucoup, professeur Mohamedou, pour cette belle présentation. Alors, on commence la période des questions et j'ai déjà quelques questions. Il y a Ousmane qui te demande, après la réforme de 2011, la formation des instituteurs s'applique-t-elle sur un référentiel de formation? Si oui, ce référentiel décrit-il les compétences professionnelles liées à l'enseignement des disciplines scientifiques au primaire? Et il continue, deuxième question, existe-t-il un dispositif d'accompagnement continu des instituteurs pour qu'ils soient capables d'aborder avec aisance les questions d'ordre scientifique et technologique ciblées pour les programmes d'enseignement en vigueur? Merci, merci madame. Effectivement, il y a, avec la réforme de 2011, 2015, il y a aussi un référent de formation qui a été élaboré en 2015, qu'on appelle le référentiel de formation des élèves maîtres de 2015. Effectivement, qui s'inscrit dans le cadre des compétences relatives au métier enseignant. Parce qu'au plan scientifique, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, voici les compétences qui sont dans le référentiel de formation des enseignants, dans les CRPE. Donc là, on a 4 domaines. Le domaine de renforcement académique et pédagogique, le domaine de la pédagogie et la didactique, le domaine de la gestion scolaire et le domaine de développement professionnel. Vous avez vu donc dans tout ce domaine-là, il y a les compétences qui sont effectivement déclinées dans chaque domaine. Donc, vous voyez presque
la moitié, presque les 2 tiers alors, des compétences sont relatives à la pédagogie et à la didactique. Donc, c'est la construction, la planification, c'est le déroulement, comment concevoir une séquence d'enseignement-apprentissage, comment mettre en œuvre, comment évoluer les enseignants, comment aussi gérer une classe bilingue, comment gérer une classe d'alphabétisation fonctionnelle. Donc, tout ça maintenant, ce sont effectivement des compétences qui vraiment sont plus alors nombreuses. Donc, on a visé plus sur la pédagogie, la technique, au détriment des autres compétences. Et là, maintenant, cela veut dire qu'au moins, on est en train de former l'enseignant à un métier. Donc, on veut qu'il soit un technicien alors, qu'il essaie d'avoir des recettes d'esprit alors pour pouvoir faire sa classe. Mais au plan scientifique, je pense bien qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on doit revoir parce que la prise en compte des technologies, la prise en compte de l'enseignement numérique, ce n'est pas l'intégration des TIS, effectivement, ça s'inscrit, mais c'est au niveau du développement professionnel avec une seule compétence. Donc, c'est intégrer les TIS dans sa pratique professionnelle. Donc, je pense bien que le référentiel, quand même, je pense bien qu'il doit effectivement être encore beaucoup plus accentué. Ce n'est pas uniquement dans le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est important, mais aussi, il faut aussi qu'il y ait aussi des bases théoriques aussi au niveau de la formation pour que les enseignants puissent être des enseignants réflexifs, qu'ils puissent s'adapter à toutes ces situations nouvelles par rapport aux technologies, par rapport aussi à l'évolution du monde. Donc, je pense que la science, la technique, c'est extrêmement important. Donc, voici à peu près ce que je voulais dire. Le dispositif, maintenant, au niveau de la formation continue, effectivement, il y a un dispositif maintenant pour ceux, il y a des formations diplômantes qui se font. Au niveau, bon, ça se faisait. Maintenant, je pense bien que ce n'est pas chaque année, parce que des fois, il reste 1 année, 2 ans sans faire une formation diplômante. Et là, maintenant, ça vise juste à capaciter les enseignants pour qu'ils puissent effectivement évoluer dans leur carrière. Parce que ce n'est pas dans le cadre d'améliorer les apprentissages des élèves sur le terrain, mais ça vise plus maintenant la carrière des enseignants, pour au moins essayer qu'ils acceptent à un corps différent que celui du corps dans lequel ils sont. Donc ça se fait aussi dans le cadre de la formation diplômante. Ça, je parle au niveau de l'élémentaire, je ne parle pas dans le moyen secondaire aussi, il y a un souci qui est fait et que les gens presque font des fois des recoupements durant les vacances ou bien les congés pour les capacités un peu et renforcer les capacités professionnelles aussi. Donc, voici ce que je voulais répondre à cette première question. Merci. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions. Il y a une personne qui te remercie pour la belle présentation. Il y a une autre question. Comment, dans votre collecte de données, vous vous y êtes pris pour différencier désirabilité sociale et réalité terrain? En d'autres termes, comment a-t-il été possible de différencier le curriculum officiel et son analyse du curriculum implanté et son analyse? Bien, voilà. Merci, madame. Le curriculum formel, c'est dans le cadre du référentiel qui est là maintenant. Effectivement, il y a le programme, il y a aussi tout ce qui est contenu de formation. Ça, c'est au niveau formel. Maintenant, le curriculum effectivement réalisé dans l'école, c'est par rapport aux pratiques de formation. Moi, je suis dans les pratiques de formation. J'ai interrogé, j'ai eu à passer un guide d'entretien avec les formateurs de terrain qui sont dans les centres. Donc, ils sont effectivement des formateurs qui sont dans les centres de formation des instructeurs. Ensuite, en même temps aussi, des maîtres d'application qui sont dans les écoles d'application. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent les stagiaires dans les écoles sur le terrain. Donc, j'ai appliqué ces guides alors, j'ai recueilli au moins le verbatim par rapport à ça. Effectivement, j'ai eu à assister à les interroger et ils ont effectivement déclaré par rapport à leur pratique. J'ai croisé les deux données maintenant pour pouvoir effectivement analyser par rapport à ce qui est décrit alors au plan formel et ce qui relève maintenant des pratiques de formation en tant que tel. Donc, c'est comme ça que je l'ai à faire. Donc, là-bas, c'est c'est dans le cadre du curriculum formel qui est effectivement décrit dans les programmes, dans les référentiels de compétences. Là-bas, maintenant, au niveau du terrain, maintenant, c'est par rapport au contact, à l'entretien que j'ai eu avec les formateurs qui sont dans les centres
et aussi les maîtres d'application qui accueillent les stagiaires sur le terrain. Et en faisant le croisement maintenant, on peut effectivement voir l'écart qu'il y a entre ce qui est effectivement formalisé dans le cadre du curriculum ou du plan formel et ce qui est effectivement réalisé sur le terrain. Okay. J'ai une autre question. Parlant de prolétarisation, où en est la politique de contractualisation mise en place au début des années 1990? Oui, effectivement, il y avait un parallèle, parce que je n'en ai pas parlé, je n'ai pas opposé sur ça. Il y a aussi des voies de recrutement parallèles que l'État a eu à faire des années 90. C'est parce qu'effectivement, il y avait toujours le défi, l'enjeu de la scolarisation primaire universelle. On était en deçà alors, il fallait scolariser beaucoup d'enfants alors. Et là, maintenant, il y avait une pénurie d'enseignants. Dans ce cas, maintenant, l'État a ouvert et a créé ce qu'on appelle le projet de volonté d'éducation en 1995. Et l'État a recruté pas mal de volontaires, c'est-à-dire que ce sont des jeunes diplômés alors, bon, beaucoup étaient des maîtrisards ou bien ceux qui sont issus de l'université qui n'ont pas été, qui ont eu à cartoucher. Et on les a quand même permis d'avoir ce premier métier et ils sont entrés dans la formation, dans l'enseignement. Bon, les premières générations ont été quand même ventilées dans les classes, mais avec quelques jours, quelques mois de formation, 3 mois, donc avec les volontaires. Et crescendo maintenant, l'État presque chaque année recrutait 1200 enseignants par an jusqu'aux années, vers les années 80, presque 2000, 99-2000, pour pouvoir booster le TBS en ce temps-là. Maintenant, à la longue, effectivement, la formation n'était pas une formation qualifiante, parce que c'était juste maintenant donné à ces recrues les quelques rudiments de formation par rapport au métier enseignant. Après, on les ventilait dans les classes pour pouvoir effectivement faire booster le TBS. Et cela a continué jusqu'aux années 2000 maintenant. C'est après maintenant qu'effectivement, il y avait eu cette extension, l'extinction de ce projet. Et on a quand même formalisé pour pouvoir effectivement passer tout ça par ce qu'on appelle les EFI, avec le concours des recrutements des élèves maîtres donc, dans ces écoles de formation. Et ces volontaires aussi, effectivement, ont eu un plan de carrière après. Parce qu'au début, c'était vraiment la question, parce que c'était un corps qui est à part, qui était un peu hybride, parce qu'on ne savait pas maintenant comment est-ce qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce que les volontaires qui n'étaient pas des fonctionnaires, qui étaient pris en compte dans le cadre d'un projet, qui étaient payés dans le cadre d'un projet avec juste une bourse au départ de 50 000 francs. Après, ça a été rehaussé jusqu'à presque 400 000 francs. Mais maintenant, il faut essayer effectivement intégrer ce corps-là dans la fonction publique pour voir. Maintenant, il y a eu des passerelles. On est passé des volontaires aux contractuels. Et après, maintenant, on les a permis aussi de valider les années de contractualisation pour pouvoir les intégrer maintenant dans le corps des enseignants, des professeurs. Donc, c'est comme ça que cela a été fait. Ce processus-là, qui était un recrutement ponctuel, circonstancié aussi par rapport à un contexte particulier vraiment de manque ou bien de faiblesse du TBS. Donc, il fallait relever, il fallait aussi vraiment essayer de tout faire pour que tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, soit à l'école, ne soient pas laissés en rade. Donc, c'est comme ça l'État a géré ça. Mais depuis des années quand même, maintenant, la formation maintenant, elle est quand même vraiment gérée. Et les gens passent par les concours. Mais il y a aussi le recrutement ponctuel. L'année passée aussi avec le recrutement politique des 5 000 enseignants que l'État a eu à recruter toujours. Ça, c'était dans le cadre politique. Pour pouvoir effectivement faire la demande sociale des jeunes diplômés, l'État a lancé effectivement ce recrutement-là, mais basé uniquement sur les critères politiques. Avec le diplôme du bac ou bien autre chose encore, effectivement, ils ont recruté les 5 000 enseignants. Et la formation maintenant qui est à cette cohorte-là, à ces recrues-là, des formations courtes, n'est-ce pas, par regroupement durant l'année scolaire, durant les vacances ou bien durant les fêtes.
regroupement d'une semaine, de 10 jours maintenant pour pouvoir les capaciter. Mais ils n'ont pas subi une formation initiale comme dans les écoles de formation en tant que telles. Donc, à chaque fois, il y a un recrutement parallèle que l'État est en train de faire pour pouvoir régler une situation ponctuelle. J'ai une autre question. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi citer certaines causes de cette prolétarisation par le dictat des institutions internationales qui, à un moment, ont contré l'État du Sénégal à négliger l'éducation par une politique de recrutement désastreuse? Oui, mais effectivement, au départ, c'est ça, parce qu'on était quand même soumis à l'ajustement structurel, autant avec les années 90 qu'on était aussi dans le cadre de l'austérité financière et budgétaire imposée par les bailleurs de fonds, FMI et la Banque mondiale. Il fallait réduire la masse salariale avant. Donc, c'était des politiques d'ajustement structurel alors, qui ont fait qu'il fallait voir dans tous les secteurs sociaux, essayer quand même de revoir parce que la masse salariale était énorme. L'État ne pouvait plus prendre en compte cette masse salariale parce que c'était vraiment très coûteux. Maintenant, on a introduit quand même cette politique de volontariat et aussi revoir le fonctionnariat aussi. Donc ça, c'est effectivement dans le cadre du dictat, des politiques qui nous viennent de l'extérieur. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, la formation elle est vraiment mise à rude épreuve par rapport à ça. Donc, l'un dans l'autre maintenant, c'est dit qu'effectivement, il y avait l'austérité qui était là. Il fallait prendre en compte le contexte social aussi. Il fallait faire un arbitrage budgétaire aussi. Il faut recruter, soit maintenant qu'on a une masse importante d'enfants qui ne va pas à l'école, qui est laissé en rade de l'école, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a aussi cette politique aussi de dire que comment maintenant on va encore diminuer la masse salariale, comment on va réduire ça, parce que ça coûte cher à l'État. Donc, entre maintenant le fait de recruter plus, n'est-ce pas? Mais il faut aussi effectivement revoir maintenant aussi, est-ce qu'on doit, si on recrute, on essaie de scolariser tous les enfants alors, qui sont en âge d'école, il faut aussi penser au recrutement des enseignants. Et dans ce cas maintenant, l'État il y avait ce qu'on appelle le plus d'État, le moins d'État. C'est-à-dire que recruter des enseignants, plus beaucoup d'enseignants, mais à moindre coût pour pouvoir booster la scolarisation universelle, de booster le TBS. Donc, c'est pourquoi cette politique-là, alors, a eu à faire cet effet. Donc, on a recruté, on a ouvert le volontariat, on a pris pas mal d'enseignants. Il y a aussi même aussi de recrutement parallèle, aussi les LDM, des gens qui n'ont jamais été à l'école, n'ont jamais fait de formation, qu'on a pris et qu'on a mis dans les classes. D'autres aussi qui étaient encore dans d'autres secteurs encore, qui sont convertis en tant qu'enseignants et qu'on a aussi mis dans les classes. Donc, on a recruté beaucoup d'enseignants là, à moindre coût pour pouvoir relever le TBS. Donc, on a agi sur les deux leviers. Donc, là où un enseignant titulaire là peut coûter 2 à 3 volontaires, parce que le volontaire, effectivement, il a une bourse, il est payé avec une bourse, il peut avoir 50 000 francs. Alors que l'enseignant titulaire maintenant aussi, il avait au moins un salaire qui pouvait équivaloir à 3 fois la bourse d'un volontaire. Donc, c'est pourquoi ils disent qu'il faut recruter plus d'enseignants, les payer à moindre coût pour pouvoir effectivement relever le TBS. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie même de la politique de recrutement de ces enseignants par rapport au contexte socio-économique du pays. Dernière question, parce que j'ai encore des questions, mais on termine à 13 heures. Il y a Jérôme qui dit, vous établissez une corrélation entre diminution des conditions de travail et perte d'autonomie des enseignants. Selon vous, sur quelle dimension du travail enseignant faudrait-il mettre l'emphase et investiguer pour favoriser le développement de l'autonomie professionnelle des enseignants? Bon, l'autonomie de l'enseignant, c'est parce que l'enseignant en tant que tel, diminution de charge de travail, parce que le travail enseignant, vous savez qu'on ne peut pas,
La perte d'autonomie, c'est par rapport à ce que l'enseignant en tant que tel dans sa classe, parce qu'il y a effectivement une autonomie dans sa classe, la gestion de la classe, on ne se convient pas. Mais perte d'autonomie aussi, c'est par rapport au programme, par rapport au contenu maintenant de ce qu'il doit enseigner, par rapport aussi à l'organisation au plan institutionnel. Là, il est contrôlé, il est soumis à un cahier de charge. Donc, il ne peut pas quand même prendre des initiatives, hein, en dehors de ce programme. Il ne peut pas sortir d'un cadre officiel qui est là. Les initiatives peuvent être personnelles, mais toujours s'inscrire dans le cadre de ces programmes, de ces cahiers de charges. Parce qu'il a un cahier de charge sur l'enseignant. On lui dit maintenant que donc, tu dois faire ceci, cela. Il y a des directives qui sont données. Il les exécute aussi. Et il a aussi un programme qui est là. Il ne peut pas sortir de ce programme-là. Il ne peut pas enseigner tout ce qu'il veut. Non. Donc, je pense bien que là, maintenant, il est soumis à ça. Il est soumis à des contrôles de la hiérarchie maintenant. Hein, et puis, il ne va pas aller au-delà. Maintenant, il a une certaine autonomie dans le cadre de la gestion de sa classe en tant que telle. Parce que comment il va s'y prendre alors, au plan pédagogique alors, comment il va passer les connaissances, comment il va les transmettre alors. Là, maintenant, il peut jouir de cette autonomie au niveau personnel. Ça n'en disconvient pas. Maintenant, cette réduction aussi, les charges de l'enseignant en tant que tel. L'enseignant, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui n'a pas beaucoup de temps parce que non seulement il est en classe, il déroule ses enseignements, mais avant ça, maintenant aussi, il a aussi un travail en amont qu'il doit faire. À la maison, il prépare ses leçons, tout ça. Et aussi, il gère les classes aussi, des fois, classes qui sont des classes pléthoriques qu'il doit effectivement essayer de gérer par rapport à la correction des devoirs, par rapport aussi au suivi, hein, des apprentissages au niveau individuel par rapport aux élèves. Donc, tout ça, ça fait vraiment un travail énorme qu'il doit au moins se revoir. Maintenant, on peut penser peut-être à revoir cette forme. Bon, les charges, je ne sais pas comment est-ce qu'on va essayer de les réduire. Peut-être en essayant quand même au sein de cet établissement-là de recruter peut-être bon, des conseillers pédagogiques, des assistants aussi sociaux aussi. Il peut peut-être prendre en charge aussi certaines dimensions de l'acte éducatif. Parce que la dimension pédagogique, elle est là. Parce que l'enseignant, il est un pédagogue. Il est la dimension sociale aussi par rapport aussi à tout ce qui est environnement aussi. C'est ça, c'est lui qui le gère. Donc, on peut quand même aussi essayer de voir par rapport à ça. Mais là, je pense que ce n'est pas demain la veille. Avec nos états environnementaux, je pense bien qu'on a quand même des problèmes de recruter des enseignants, que maintenant, encore d'augmenter d'autres personnels. Je pense que ça aussi, ça pose quelques soucis par rapport à cette réduction des charges de l'enseignant. Donc, je pense que si le législateur maintenant aussi est conscient, je pense qu'on doit quand même penser à réduire ces charges, mais aussi en essayant quand même non seulement d'avoir plus d'enseignants, de réduire aussi les tailles des classes, peut-être, parce qu'il ne faut pas aussi aller au-delà de 40 ou bien de 50 par table, par classe, parce que ça aussi, ça crée des lourdeurs chez l'enseignant. Mais, soit, mais on n'est pas quand même dans ces dispositions pour pouvoir aller en avant, parce qu'il faut relever le TBS, et puis on est aussi dans des situations économiques un peu difficiles pour pouvoir se permettre alors d'avoir recruté plus d'enseignants et puis de diminuer un peu la charge de l'enseignant. Mais l'autonomie, quand même, aussi, elle n'est pas encore acquise, mais même si au plan quand même pédagogique, gestion de si on peut avoir l'autonomie, mais au plan quand même macro, l'autonomie, elle n'est pas encore là au rendez-vous. Voilà. Merci. Alors, c'est le temps qu'on disposait, puis le webinaire a été enregistré pour ceux qui sont arrivés en retard ou pour ceux qui veulent revoir le webinaire. Donc, il sera disponible sur le site du CRIFPE. Alors, je remercie encore le professeur Mohamedou et tous les participants, tous les invités à ce webinaire. Merci encore. Bonne journée. Bye. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.